Vous avez déjà de très nombreux éléments d'introduction avec les deux cours que j'ai faits la semaine dernière sur le sujet de l'identité personnelle. J'ai examiné un texte de Hobbes tiré du chapitre, il me semble, 11 du De corpore, du traité de la matière de Hobbes. Et j'ai également examiné le texte préface du second discours de Rousseau, autrement dit le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Quelles sont les deux dimensions du problème à l'égard du sujet que nous nous sommes proposés de traiter, à savoir, peut-on vraiment être soi-même? La première dimension du problème, c'est de savoir ce qui peut constituer l'identité personnelle. Ça, c'est le premier axe du problème. Qu'est-ce qui peut constituer l'identité personnelle? Autrement dit, quel est le critère qui permet de délimiter l'identité personnelle et de pouvoir la réidentifier à travers le temps, à travers la durée, à travers le changement. Quel est le critère de l'identité? Et on avait vu que ce n'était pas une question simple, on l'avait vu à partir de l'identité des objets, on l'avait vu à partir de l'identité des êtres conscients, que sont les êtres humains. La question de l'identité est une question qui va s'avérer très complexe. Qu'est-ce qui caractérise l'identité personnelle? Ce qui caractérise l'identité personnelle, c'est de pouvoir identifier un individu à travers les changements qu'il subit. Autrement dit, le problème de l'identité, c'est le problème du changement. Je reste moi, même si je ne reste pas exactement le même, au sens où un objet reste le même. Certaines de mes caractéristiques, certaines de mes propriétés, de mes qualités, de mes défauts, de mes souvenirs, vont changer à travers le temps, et pourtant, à travers ces changements, c'est le même sujet qui subsiste. C'est ce qu'Aristote appelle la substance. La substance, chez Aristote, c'est précisément ce qui reste stable dans l'identité, malgré les changements qu'elle subit. Typiquement l'âge. On vieillit. Ça ne veut pas dire qu'on change de personne tous les matins, qu'on n'est plus la même personne tous les matins. Mais le problème, c'est que précisément, on a du mal à savoir ce que c'est que cette substance, c'est-à-dire cet élément de stabilité de l'identité personnelle, indépendamment des propriétés, Aristote dira des accidents qui le caractérisent, qui la caractérisent, cette substance.
Autrement dit, je ne suis pas mon nom, je ne suis pas ma taille, je ne suis pas mon poids, je ne suis pas mon âge, je ne suis pas mes croyances, je ne suis pas mes opinions, je ne suis pas mes qualités, je ne suis pas mes défauts, mais que suis-je sans tout cela? Est-ce que cet élément substantiel qui caractérise l'identité personnelle, c'est pas quelque chose de vide au fond, sans toutes les propriétés qui les caractérisent? Que suis-je si on enlève mes croyances, mes convictions, mes souvenirs? Qu'est-ce qui va rester de moi? C'est un petit peu le problème qui se pose avec la démence sénile, avec la maladie d'Alzheimer, avec certaines hallucinations ou expériences hallucinatoires. C'est qu'est-ce qui reste d'un sujet quand tout ce qui caractérise personnellement un sujet disparaît au fur et à mesure. C'est la question du zombie. Et le deuxième axe du problème, plutôt le second axe du problème, c'est un problème de connaissance, un problème, en bon français, gnoséologique. G-N-O-S-E accent aigu, Gnoséo-O-L-I-Q-E. Pour être vraiment moi-même, encore faut-il que je me connaisse, et que je me connaisse authentiquement. Et c'était le problème que posait Rousseau. Puis-je me connaître moi-même? Est-ce que le sujet est le même que l'objet qu'il connaît? C'est un problème qui est très simple en réalité. C'est quand je cherche à me connaître moi-même, je vais me donner une représentation de moi-même. Okay, je vais me représenter d'une certaine manière en cherchant à me connaître moi-même. Mais précisément, est-ce que je peux parvenir à me connaître à travers cette représentation? Se pose à minima le problème d'une objectivité, de l'objectivité d'une telle connaissance. C'était le problème, par exemple, que soulevait Adam Smith dans la théorie des sentiments moraux. Il disait, mais est-ce que je peux savoir si mon action est bonne ou mauvaise? Non, j'ai besoin du regard d'un spectateur impartial sur mes propres actions pour savoir quelle est la valeur de mon action. Si j'étais absolument seul au monde, je n'aurais aucun moyen de savoir si mon action est bonne ou mauvaise. J'ai besoin d'une certaine manière de réflexion, c'est-à-dire du regard d'autrui, euh, même si je l'intériorise, pour pouvoir me connaître moi-même. Donc, d'un côté, si je synthétise, si le critère de l'identité personnelle, si le critère de l'identité personnelle est celui d'une substance qui reste la même
Jonathan, une substance qui reste la même à travers les changements. On peut toutefois se demander, si cette substance n'est pas une abstraction, totalement vide, une abstraction totalement vide, sans ses qualités pourtant changeantes, sans ses propriétés pourtant changeantes. Totalement vide sans ses propriétés pourtant changeantes. Autrement dit, je suis un certain nombre de choses, ces choses peuvent changer, peuvent disparaître, mais que suis-je précisément sans ces différentes propriétés qui vont me caractériser dans mon identité? Mais d'un autre côté, en effet, être vraiment soi-même, être vraiment soi-même suppose non seulement une fidélité, mais une connaissance authentique de ce que l'on est. Ça suppose non seulement une fidélité à soi, mais une connaissance authentique de ce que l'on est. Or, si le modèle de cette connaissance est l'objectivité, si le modèle de cette connaissance, d'une telle connaissance, est l'objectivité, il semble impossible, il semble impossible que je puisse réellement, ou que je puisse véritablement plutôt, me connaître moi-même. Il semble impossible que je puisse véritablement me connaître moi-même, c'est-à-dire me prendre pour objet de connaissance. Alors, grand 1,
La conscience, fait premier et fondamental, point d'interrogation. La conscience, fait premier et fondamental, point d'interrogation. Oui, la conscience, fait premier et fondamental, point d'interrogation. Grand A, problème. Le moi est-il quelque chose? Le moi, l'ego, est-il quelque chose? Oui. Alors qu'est-ce que c'est si c'est pas quelque chose? Qu'est-ce que c'est que le moi si ce n'est pas quelque chose? Ah bah, un être humain, c'est quelque chose, ce n'est pas rien. Alors, on va lire un texte de Pascal tiré des Pensées, et dans l'édition La Fuma, c'est le fragment 688. Donc, je lis le texte, soyez attentifs, donc silencieux au minimum, pendant la lecture, et je le commente. Le texte est relativement bref, donc je le commenterai à la fin de la lecture. Qu'est-ce que le moi? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement, et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Alors, dans le fragment 688 de l'édition La Fuma des Pensées, La Fuma, L-A-F-U-M-A, Blaise Pascal se demande ce que c'est que le moi. Pour Pascal, le moi, l'ego, est le nom que l'on donne aux critères de l'identité personnelle. Le moi est le nom qu'on donne aux critères de l'identité personnelle.
Autrement dit, le moi est ce qui reste le même alors que tout change en moi, ou tout peut changer en moi. Mon âge, ma taille, mon poids, mon apparence. Le moi est ce qui reste stable quand tout change. Or, dit Pascal, ou suggère Pascal, il y a un abus. Ibrahim rendait son téléphone à Orlan. Bah oui, je sais, mais elle aussi, elle doit le faire. Or, donc, il y a une injustice, il y a un abus à parler du moi comme s'il s'agissait non pas d'un pronom, mais d'un nom. Comme s'il s'agissait non pas d'un prénom, d'un pronom, pardon, mais d'un nom. On est d'accord qu'un nom est précédé d'un article. Un pronom n'est pas précédé d'un article. On ne dit pas le je, on ne dit pas le tu, on ne dit pas le il. Pourquoi est-ce qu'on dit le moi? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un pronom comme on parlerait d'un nom? C'est parce que, nous explique Pascal, nous sommes dans l'illusion, nous sommes dans l'illusion selon laquelle le moi est quelque chose. Pour Pascal, le moi n'est rien. Le moi n'est rien. Si ce n'est une abstraction, si ce n'est une abstraction à laquelle on rapporte des qualités. Or, toutes mes qualités, toutes mes propriétés, tout ce qui me caractérise peut être altéré par le temps. Autrement dit, tout ce que je crois constituer mon moi, tout ce que je crois me constituer, n'est absolument pas stable. Rien de tout ce que je suis n'est stable, n'est immuable. Rien dans mon corps, mais surtout rien dans mon âme, dit Pascal. Et on pourrait dire qu'il faut prendre le concept de personne, il faut prendre le concept de personne au sérieux, pour reprendre l'épisode célèbre de
de l'Odyssée d'Homère, personne n'est personne. Une personne n'est personne. Il faut redonner au concept de personne son sens négatif. Quand on demande ce qu'on aime dans une personne, c'est littéralement pas la personne, mais c'est des qualités qui appartiennent à cette personne. Donc quand on dit je t'aime, on ment. C'est j'aime ta beauté, j'aime ton argent, j'aime ton humour. Etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'aime que des qualités passagères, empruntées. Et dit Pascal, mais oui, bah, il n'y a pas d'autre solution. On va pas dire j'aime la stabilité de ton âme à travers le temps. Non, bah non, non, non. Et donc, chut, Jonathan, donc, chut, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir dans le texte de Pascal. On a tort de critiquer. On a tort de critiquer les gens qui veulent se faire aimer pour leur pouvoir, pour leur fortune. Pour leur rang social. Parce que finalement, ceux qui n'ont rien de tout ça ne font pas autre chose. On a tort de critiquer les riches qui veulent se faire aimer parce qu'ils sont riches. On a tort de critiquer les puissants qui veulent se faire aimer par les puissants. Parce que quand quelqu'un est beau, il veut aussi se faire aimer pour sa beauté. Quand quelqu'un est intelligent, il veut aussi se faire aimer pour son intelligence. Bref, tout le monde veut se faire aimer pour des qualités ou des propriétés qu'on a et qui peuvent changer. Donc, on a tort, dit Pascal, de chercher dans le moi une substance précisément parce que, au sens d'Aristote, une substance est ce qui existe par soi. Or, c'est bien plutôt le moi qui dépend de certaines propriétés, de certaines qualités. Autrement dit, c'est mon ego qui dépend de ce que je suis, et pas l'inverse. Et d'autre part, la substance, c'est ce qui peut être connu par soi. Or, dit Pascal, je ne peux pas savoir ce que c'est que le moi. Il n'y a rien à connaître. Il n'y a littéralement rien à connaître parce qu'il n'y a rien. Quand je me demande qui je suis, quand je creuse, je tombe sur des propriétés qui sont en moi, mais qui ne sont pas moi. Par exemple par exemple, je sais pas, certaines vertus, certains souvenirs, euh, la taille, l'apparence physique, tout ça, ce sont des propriétés qui sont en moi, mais qui ne suffisent pas à me caractériser, qui ne sont pas moi, précisément parce qu'elles peuvent changer à travers le temps.
D'où la critique, alors une critique qui a une connotation chrétienne, c'est la critique du péché d'orgueil, mais d'où la critique que Pascal fait du concept du moi. Il va dire le moi est haïssable, qui est en réalité la critique de la substance d'Aristote. Mais on peut faire deux objections à Pascal. On peut faire deux objections à Pascal. Premièrement, si le moi n'est pas une substance, si le moi n'est pas une substance, si le moi n'est pas quelque chose, cela ne veut pas dire que le moi n'est rien. Et deuxième objection, Pascal a sans doute tort de mettre sur le même plan, et au moins Aristote n'avait pas fait cette erreur, Pascal a sans doute tort de mettre ici sur le même plan toutes les propriétés qui nous constituent. Il a tort de mettre sur le même plan toutes les propriétés qui nous constituent. On peut très bien envisager que certaines de nos caractéristiques, certains de nos caractères sont plus déterminants pour notre identité personnelle que d'autres. Alors, c'est ce que nous verrons à partir de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, en particulier du livre 2, tout à l'heure. On ne va pas commencer ça maintenant. Ok? Donc, grand B, on le note simplement. Être soi-même, de point, la présence à soi. Être soi-même, de point, la présence à soi. La présence à soi.